Avec son potentiel chiffré en milliards de francs CFA, l'économie verte compte de plus en plus d'adeptes. En Afrique centrale, certains dirigeants plaident pour que ce modèle économique, basé sur la rentabilité à travers l'équité sociale et le respect de l'environnement, soit vulgarisé. Parmi eux, Henri Djombo, ministre congolais de l'économie forestière et du développement durable. Il est convaincu que l'économie verte est un véritable moteur de croissance en Afrique. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous faisons le point avec Henri Djombo, ministre congolais de l'économie forestière et du développement durable. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire le point? Je suis à votre disposition, madame. Monsieur le ministre, nous sommes ici réunis lors du forum Green Business, qui est un forum donc dédié à l'économie verte, comme son nom l'indique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes engagé dans l'organisation de ce forum-là? Ce forum vise à rassembler les acteurs du développement durable, les acteurs de l'économie verte, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit la société civile, que ce soit les étudiants, les élèves, et puis les décideurs à tous les niveaux. Il faut que, avant tout, ils s'entendent sur la notion d'économie verte. Et ensuite, qu'est-ce que cette économie, qui est une notion paraissant nouvelle, apporte à l'économie classique? La nouvelle croissance verte, c'est quoi? Et ainsi de suite. Lorsqu'on a compris cela, maintenant, quelles actions il faut engager et de quelle manière, quels moyens de mise en œuvre il faut réunir pour qu'on avance dans cet objectif. Et puis, bien sûr, après ça, il y a des échanges. Il y a des expériences acquises ailleurs et qui sont vulgarisées à travers les exposés, les présentations et les stands pour permettre justement, pour réveiller l'instinct créatif de beaucoup d'acteurs. Et puis c'est le lieu aussi où l'on peut signer des contrats d'affaires entre partenaires. On peut signer des contrats de collaboration dans certaines questions, mais particulièrement dans le domaine de l'économie verte. Donc voilà. Alors justement, comment est-ce que vous la définissez, cette économie verte? Bon, on dit que c'est une économie assise sur des activités peu polluantes, donc moins émettrices de CO2. Ces activités sont nombreuses et concernent tous les secteurs de la vie. Tous les secteurs de la vie, on peut là développer des activités qui polluent moins notre environnement. Et voilà, elles deviennent donc des activités vertes. Elles engendrent une croissance verte. Elles créent des emplois verts. Voilà. Alors justement, à ce niveau-là, quelle est la situation du Congo à l'échelle africaine, mais quelle est la situation du Congo par rapport aux autres économies classiques, on va dire, sur le pays? Bon, il faut d'abord partir de ce que j'ai dit, vulgariser la connaissance de l'économie verte au niveau de l'opinion, au niveau des décideurs, au niveau de tout le monde. Et ensuite, aussi vulgariser la notion du développement durable, qu'elle soit appropriée par tous les secteurs de la vie. Et pour l'instant, et nous sommes, oui, pour l'instant, ce n'est pas le cas dans tout le continent. Et nous sommes à la phase justement de vulgarisation, nous sommes à la phase de définition de la stratégie nationale de développement durable, dans laquelle, bien sûr, l'économie verte occupe la principale place. Nous allons nous doter, là, dans les prochains mois, de cette stratégie qui permettra à tous les secteurs d'activité de changer de culture, de travailler dans le cadre des principes du développement durable, c'est-à-dire des principes qui permettent de respecter l'environnement, de développer l'activité économique, de créer des emplois, de créer
de la valeur économique sans porter atteinte à l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut que ces activités soient respectueuses de l'environnement, qu'elles polluent peu. Au contraire, ce qui peut constituer comme les ingrédients de la pollution aujourd'hui servent demain de matière première pour la création d'une nouvelle valeur ajoutée et donc d'une nouvelle croissance. Il faut que ce soit des activités qui permettent de réduire leurs besoins énergétiques. Par exemple, est-ce qu'on peut citer quelques exemples concrets? Prenons l'éco-construction. Si vous faites des maisons en bois, si vous habitez une maison en bois, vous allez consommer moins d'énergie pour l'air conditionné qu'une maison en parpaing ou en béton. Vous voyez, déjà, il y a une économie d'énergie importante. Il faut utiliser des technologies donc, qui consomment moins qui consomment autre chose que le charbon, par exemple, ou le gasoil qui diffuse dans l'atmosphère beaucoup de CO2 en foresterie. Nous sommes en train de développer la cogénération à partir de l'utilisation des déchets de bois qui sont brûlés pour créer, pour produire l'énergie électrique. Donc voilà, c'est ce genre d'activité aujourd'hui que nous devons promouvoir et que nous sommes en train de développer. Quel écho est-ce que vous obtenez de vos collègues du gouvernement, je veux dire, dans les autres secteurs d'activité? Est-ce que vous recevez un écho favorable, positif? Travailler dans les principes de développement durable deviendra une obligation pour tous les secteurs. Donc cela ne dépend même pas de nous. À Rio+20, les chefs d'État et de gouvernement et leurs hauts représentants ainsi que la société civile ont décidé que tous les États puissent développer leur territoire selon de nouveaux paradigmes, selon de nouveaux principes. Et donc il faut aller au développement durable en associant les trois dimensions, l'environnement, l'économie et le social. Et à ce niveau, les différents acteurs doivent prendre leurs responsabilités, que ce soit les décideurs, que ce soit la société civile, que ce soit les collectivités locales. Chacun est acteur à son niveau et a ses responsabilités à assumer. Et c'est cela que nous sommes en train de faire comprendre aux uns aux autres. Mais une fois que la stratégie nationale de développement durable sera adoptée, on va continuer à la vulgariser et c'est chaque secteur qui va l'appliquer dans son domaine, essentiellement. Quel est le calendrier justement pour l'adoption de cette stratégie? Dans 3 mois, nous ne serons pas. J'aimerais aussi, Monsieur le ministre, que vous nous expliquiez un petit peu sur l'économie forestière. Quelle est à ce niveau-là aussi la situation du Congo? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente? C'est un pays qui est très vert. On parle même de la capitale Brazzaville comme Brazza la verte. Est-ce que vous pouvez nous donner un état des lieux aussi à ce niveau-là? Nous avons une forêt quasi intacte parce que nous avons une faible population, donc une faible densité de la population au kilomètre carré. Donc la pression sociale sur le capital vert est très limitée au Congo. Ensuite, nous avons mis très tôt en place des législations et des réglementations qui ont permis d'exploiter de manière responsable nos forêts. Déjà dans les années 70, on a eu une législation très progressiste sur ce plan et nous l'avons améliorée au fur et à mesure. D'ailleurs, nous sommes en train d'apporter les dernières modifications au code forestier. Et puis le secteur privé, qui est le principal acteur dans la production du bois, donc dans l'exploitation forestière, respecte rigoureusement les dispositions en vigueur. C'est pourquoi le Congo aujourd'hui a
relativement la plus grande superficie de forêt aménagée, la plus grande superficie de forêt certifiée, donc au standard le plus rigoureux au niveau international, le FSC, avec ses 2,5 millions d'hectares contre 5 millions pour l'ensemble du bassin du Congo, que nous sommes en train de développer un programme national d'afforestation de reboisement pour accroître la superficie forestière nationale, mais aussi diversifier notre économie, diversifier notre industrie, créer de nouveaux emplois décents et ainsi de suite. Mais tout cela, disons que l'exploitation forestière ne peut être plus rationnellement que si elle possède en aval une industrie bien charpentée, une industrie bien intégrée qui fonctionne avec un niveau zéro de déchets. Mais nous sommes à peu près, pour certaines entreprises, à 90% de l'utilisation du bois, de tout le bois. Alors qu'il y a quelques années, on était à 20-25%. Vous voyez le pas de géant que nous avons réalisé dans ce domaine, si bien que l'optimisation de l'utilisation d'un fût, donc d'un pied, nous amène à réduire les besoins de consommation des usines, nous amène à réduire la vitesse de coupe, donc à réduire les superficies à déboiser et à assurer des rotations plus ou moins longues et la pérennité de notre forêt. Donc nous sommes dans cet exercice que nous avons engagé depuis la fin du siècle passé et que nous poursuivons avec esprit de suite. Sur ce plan, nous pensons que le Congo est légitimement un laboratoire pour d'autres pays et qui devraient œuvrer pour une gestion durable de leurs forêts. Vous avez évoqué le cas du bois au Congo. J'aimerais bien que vous nous donniez, si vous pouvez, Monsieur le Ministre, d'autres exemples d'industries dépendantes de l'économie forestière, dépendantes de l'économie verte, qui sont aujourd'hui des secteurs porteurs. Vous avez l'énergie, les barrages hydroélectriques qui nécessitent de gros investissements, permettent d'abord d'électrifier le pays, de créer les conditions de développement industriel et de modernisation de notre pays. Mais c'est certainement l'énergie la moins coûteuse. Donc, nous travaillons au développement de l'énergie hydraulique. Et puis, nous avons du soleil. C'est vrai que nous n'avons pas encore la technologie pour produire nous-mêmes les panneaux solaires ici, mais nous les importons. En milieu rural, je crois qu'il y a quelques projets comme ça de développement de l'énergie solaire. Nous considérons également que la cogénération, donc, qui permet de produire l'électricité industrielle et domestique en brûlant les déchets de bois, représente pour nous un atout pour réduire notre empreinte écologique. Et enfin, nous sommes engagés dans cet effort par nous-mêmes. Si la communauté internationale veut nous assister, nous sommes désireux de développer cette coopération, notamment en matière de renforcement des capacités, en matière de financement et en matière de technologie. Le Congo, vous disiez, peut faire figure d'exemple, notamment dans le reste de l'Afrique. Quels sont les domaines qui sont les points forts du Congo en matière notamment d'économie forestière et d'économie verte surtout? C'est la gestion durable de ces forêts. Gérer durablement les forêts est un défi mondial et nous y parvenons. Alors au niveau, vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Ministre, le problème du recyclage des déchets. C'est un problème qui est réel au Congo. À votre avis, comment pouvons-nous réussir à impulser ce secteur-là, à le rendre un peu plus dynamique de manière à ce que cette nécessité devienne une réalité?
Il faut mettre en place des financements adaptés pour permettre le ramassage, la collecte des déchets, le transport et le recyclage. Donc que ces déchets deviennent une matière première qui permet de produire de l'électricité, qui permet de produire, de sortir d'autres produits, par exemple à base du plastique et du verre, qui permettent de produire des engrais organiques, donc du compost pour le maraîchage, pour l'agriculture en général. Nous devrions utiliser ces déchets pour assainir notre environnement. Mais il faut des financements, il faut des promoteurs de tels projets qui puissent être soutenus, qui puissent être encadrés dans la bonne gestion de ce type d'activité. Et puis, et à ce moment-là, nous allons atteindre les objectifs que nous nous serons assignés. Alors justement, les promoteurs, existe-t-il des facilités pour les porteurs de ce type de projet, par exemple? Peut-être que je suis mal placé pour le dire, mais à la base, je parlais du système de financement. Il faut des financements adaptés à ce type d'activité. On ne peut pas les financer à partir des banques commerciales. Vous empruntez aujourd'hui, à la fin du mois, vous commencez à rembourser. Vous n'avez même pas encore commencé à installer le projet, mais il faut rembourser, il faut payer le crédit à partir de l'argent que vous avez obtenu. Donc, il ne restera plus grand-chose pour l'achèvement du projet. Donc ça, c'est des financements vicieux. Il faut des financements adaptés, venant par exemple de donateurs, de bailleurs de fonds, de banques de développement qui prêtent à des taux d'intérêt bas, donc aux conditions concessionnelles, pour voilà, soutenir ce secteur. Il faut cela. Sans ça, je peux vous dire que les actions à engager vont être très, très limitées. La base de tout, c'est assurer, mettre ensemble, disons, le financement, le renforcement des capacités et la technologie. Si on n'a pas tout ça, eh ben, on ne fera que de petits pas dans ce domaine. Puisque nous faisons le point ensemble, nous allons passer à notre interview en pointillé. Monsieur le ministre Henri Djombo, au moment où nous faisons ce point, quel est votre point d'interrogation? Est-ce que l'Afrique est décidée à se développer? Quel est votre point d'exclamation? Il y a des secteurs d'espoir. Il faut les encourager pour que nous puissions, pour qu'ils deviennent la locomotive qui va conduire véritablement au développement de notre continent. Quels sont vos points de suspension? Nous disposerons certainement de toutes les capacités, de toutes les possibilités, mais il faut espérer que cela se passera bientôt. Si je dis Afrique, quel est votre point fort? C'est le continent d'avenir parce qu'il regorge de ressources naturelles abondantes, ce qui s'est épuisé ailleurs. Et l'Afrique a une population qui se développe très rapidement et deviendra également un grand marché pour elle-même. Et beaucoup de technologies qui nous manquent aujourd'hui vont être obligées de se diriger vers le continent. Parce que là, il y aura du travail, de l'activité et du dynamisme. Si je dis Afrique, quel est le point faible? La mortalité, l'indigence dans beaucoup de secteurs et l'insuffisante volonté de s'affranchir. Enfin, Monsieur le ministre Henri Djombo, quel est votre point final? Il faut rêver, il faut faire rêver l'ensemble des Africains à partir des projets porteurs, à partir de nouvelles perspectives, assises sur de nouveaux paradigmes, sur une meilleure gestion des ressources naturelles, sur une meilleure gestion des ressources internes, sur des ambitions
plus grandes et légitimes qui permettront d'améliorer continuellement les conditions de vie de nos populations, permettront de réduire l'écart entre les riches et les pauvres et qui permettront à beaucoup de gens de se dire « Ah, heureusement que je n'étais pas mort. Aujourd'hui, je vois ce que c'est que le développement à travers ces lumières. » Monsieur le ministre, merci beaucoup pour ce point. Jeudi prochain, nous ferons le point avec Didier Mavwenzela, président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire au Congo.